C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. Comment que tu parles comme ça, ouais? Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend Ils vont voir si je suis pas un bonhomme. on a l'impression que ça veut dire autre chose? Bonjour, c'est Victoire de la Maisonneuve et vous écoutez la saison 3 de Bonhomme, le podcast sur les masculinités du magazine GQ. Notre invitée pour cet épisode, c'est Léna Situation. 23 ans, youtubeuse et auteure d'un livre qu'elle a appelé Toujours Plus, rempli de conseils en matière de développement personnel. Elle est devenue incontournable en un rien de temps sur YouTube, Instagram et dans le milieu de la mode. C'est avec beaucoup de curiosité que nous l'avons abordée. Elle se dévoile déjà dans ses vidéos, mais on avait encore plein de questions pour elle. On a donc parlé, avec elle, de sa vision de la masculinité, de la féminité, de son rapport à sa famille, au succès et à elle-même. Commençons par sa définition du bonhomme. Ouf. Alors déjà, bonjour. Qu'est-ce que c'est un bonhomme? Tu sais, j'ai pas trop depuis que je suis petite et dans toute mon éducation, mes parents, ils m'ont jamais dit trop ça c'est une fille, ça c'est un bonhomme, ça c'est un mec, ça c'est une meuf. Donc, j'ai pas trop de rapport avec la définition de ce que c'est un bonhomme, de ce que c'est un homme, de ce que c'est une femme, de ce que c'est une petite meuf. Je pense que la caricature du bonhomme, c'est le mec qu'on peut voir dans les films, qui n'existe pas vraiment dans la vraie vie, ou alors que les mecs essayent de se rattacher à cette image et essayent d'y ressembler le plus possible. Mais un bonhomme, c'est un petit dessin avec des bâtons. Et c'est ça d'ailleurs un bonhomme. C'est ça un bonhomme. Et c'est qui les hommes de ta vie, ceux qui ont compté pour toi, qui sont une forme de modèle Mon papa. Mon papa, moi au début j'étais très très proche de ma maman quand j'étais petite. Parce que la petite fille et sa maman, on était toutes les deux. Et puis mon petit frère est rentré dans le paysage, alors que j'avais demandé une petite sœur, mais bon. Et en grandissant, mon frère et ma mère ont une relation hyper fusionnelle. Et en grandissant, j'ai dit, mais mon père, il est trop frais, en fait. Je l'adore. Et en grandissant, je me suis vachement rapprochée de mon papa, qui pareil, est un modèle, pas parce que il m'a fait des leçons quand j'étais jeune. Au contraire, c'était vraiment plus l'éducation par la façon d'agir, tu sais. C'était il me montrait des comportements sans me dire ce que c'était. Je voyais une maman très féministe, mais sans qu'elle me dise, ça, c'est du féminisme, ma fille. C'était vraiment une attitude au quotidien et sur les moindres petites choses. Et donc, du coup, c'était vraiment ça que j'admire. Parce qu'en grandissant, je me rends compte à quel point c'est difficile d'assumer ses idées, ses envies, ses opinions. Et eux l'ont toujours fait avec une grande facilité. Est-ce qu'il y a une masculinité type chez les mafoufs, que ça soit... Non, c'est de l'impro. Ouais, c'est pas du tout. Mon papa, il est comédien. Donc, tu joues des rôles, tu t'amuses, t'es à l'aise avec ton corps, t'es à l'aise avec ta personnalité. Il y a pas du tout une sorte de masculinité toxique qui vient rentrer en jeu. Il y a pas ce truc de si tu fais ça, tu seras pas un vrai homme. Il y a pas du tout ce truc chez nous. Ma mère, c'est pareil de son côté. Elle, on pourrait la considérer comme très bonhomme. Parce que c'est elle qui bricole, c'est elle qui fait toutes les tâches des bonhommes comme on voit dans les films par exemple. Et donc du coup il y a aucun rapport ni avec la féminité ni avec la masculinité qui était un sujet en fait. Et toi t'étais quel genre de petite fille, s'il y avait un genre, si on peut pas. S'il y avait un genre, on me disait souvent que j'étais un garçon manqué. Je me suis dit quoi, c'est un garçon manqué. Et en fait c'est juste parce que j'adorais le foot et j'étais moins à fond sur ce qu'on pouvait avoir genre les jeux roses. Et donc, du coup, on m'a considéré pendant longtemps comme un garçon manqué. Mais moi, je dis, ouais, je suis un garçon manqué. Et après, quand tu grandis, tu te dis, mais c'est quoi ce bordel? Garçon manqué. J'ai manqué rien du tout. Je suis une meuf. Parce que voilà, je suis une meuf, mais je peux avoir aimé des activités considérées pour les hommes parce qu'il y avait un emballage bleu, sur le packaging. Et laissez-moi tranquille. J'ai manqué de rien du tout. Garçon manqué. Ouais, il y a des gens qui disent, non, je suis juste une fille réussie et que j'ai pas. Je suis une fille réussie de ouf. Une personne réussie, même. Drôle. Et au-delà des genres, est-ce que tu te souviens de tes traits de personnalité qui ressortaient quand tes parents t'en parlent ou de toi? C'est les mêmes qu'aujourd'hui. Ah ouais? Ils m'ont dit, franchement, heureusement que tu fais ce taf, parce que t'avais une personnalité qui t'aurait pas emmené dans un truc plus conventionnel. Très bavarde, très hyperactive. J'ai toujours eu des soucis de faire quelque chose que je n'aimais pas. Me forcer à faire quelque chose que j'aime pas, c'est assez compliqué. J'ai beaucoup de mal avec ça. Ça demande beaucoup plus d'efforts venant de moi de me poser pendant 1 heure et d'être sur une chaise et faire un truc qui était pas forcément ma passion. Et j'ai une personnalité où c'est un peu 0 ou 100%. Voilà, c'est si je veux pas faire quelque chose, mais je ferai même pas semblant.
Et par contre, si je le fais, on se donne tout, on fait des nuits blanches, on fait ci, on fait ça, on ramène ça. Ok, l'exposé, on va le faire, mais on va ramener l'auteur du livre, on va essayer de le trouver, on va l'appeler, on va le trouver sur LinkedIn, après on va le faire venir à l'école, etc. C'est plus ce type de personnalité-là. Et tu te souviens des modèles que tu avais pour te construire en tant que femme, en tant que fille, en tant que personne High School Musical. Ouais. Ouais, moi, c'était très Disney Channel. Et c'était nos icônes à nous. Hein. C'était ma Catherine Deneuve, Vanessa Hudgens. Donc, il y avait High School Musical, tous les acteurs, les Disney Channel Girls, Hannah Montana, Selena Gomez, etc. Ensuite, il y a Rihanna qui est rentrée dans ma vie. Et là, j'ai découvert la confiance en soi sur une femme, à quel point ça te rend jolie, à quel point ça te rend intéressante quand t'as pas peur d'affirmer tes idées. Et Rihanna a toujours une grande part dans mon cerveau quand je fais des réflexions. C'est des performeuses en général. Ouais, j'adore performeuse. Tu joues un rôle, parce que jouer un rôle, ça demande d'être très 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 à l'aise dans son corps. Tu dois le connaître, tu dois savoir qui tu es. Je le vois comme ça en tout cas. Et toutes les actrices que j'ai rencontrées, etc., il y a une sorte d'aura trop folle qui te dit waouh, j'ai envie d'être leur copine, j'ai envie d'être à l'aise comme elle est à l'aise. Alors que parfois tu peux parler avec elle et tu te rends compte que c'est vraiment qu'en apparence. Mais on arrive à te faire croire des choses et je trouve ça plutôt cool. Et aujourd'hui, c'est les mêmes. Enfin, t'es toujours fidèle à ces modèles que t'avais ado, enfant et tout. Rihanna, toujours. Hein, j'attends toujours l'album. J'attends dès qu'elle fait quelque chose. J'aime suivre, je suis curieuse et j'adore voir les stars qu'on suivait quand on était plus jeunes, voir comment ils évoluent, comment ils ont grandi. Je trouve que c'est assez rassurant de suivre des gens. Tu vois qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a eu des échecs, mais que d'un côté ils se sont relevés, ou alors au contraire depuis le début ça fait qu'aller mieux. Donc, je trouve que c'est assez agréable à suivre. Ouais, c'est des parcours que tu suis c'est des autant que les parcours personnes. Comme on parle du passé, quand tu repenses, est-ce qu'il y a quelques événements, que ce soit justement des échecs, des réussites, des jours particuliers dans ta vie où tu dis ça m'a façonné en plus? Ouais, il y a eu plusieurs étapes qui ont fort façonné ma personnalité d'aujourd'hui. Les études, ça m'a créé une certaine discipline parce que forcément le fait de se réveiller tous les matins, le fait de parfois faire des choses que t'as pas envie de faire, mais il faut les faire parce que c'est comme ça, l'école, c'est ça. Ensuite, il y a une période où j'ai fait plusieurs petits boulots pour pouvoir justement payer ces études-là. Et pareil, ça te crée une surdiscipline, le fait de te réveiller, de faire un truc alors là que tu n'aimes vraiment pas, ou alors au contraire, j'avais des petits boulots que je kiffais un peu plus et tu sentais qu'il y avait des débouchés si tu montrais que t'en voulais, que tu voulais un petit peu évoluer au sein de l'entreprise. Ça, c'était assez cool. Et puis, c'est surtout une sorte d'intelligence sociale qui se crée, je pense, où tu as une certaine facilité par la suite d'aller parler avec des gens, d'aller tenir des discours, d'être plus à l'aise à l'oral, etc. C'est des choses que j'ai appris, petit boulot, les oraux à l'école, etc. Et puis après, quand à la fin de ces études-là, je suis partie vivre à New York, j'ai eu un truc du je m'en foutisme un petit peu. Pas que les Américains soient je m'en foutiste, au contraire, mais il y avait, je sais pas, comme j'étais très loin de la France, je m'en battais les steaks de ce que les camarades de classe pouvaient penser, de ce que les profs allaient dire sur ce que je fais en termes de vidéos, etc. Et revenu en France, ça m'est resté. Et maintenant, je m'en tape. Si tu devais parler de ta féminité, tu la définirais comment? Ouais, qu'est-ce que ça veut dire, féminité, tu vois? C'est la question d'après. Là, je suis là, je suis en train d'essayer de trouver une réponse et je me dis, mais non, c'est de la merde. Féminité, c'est... Et je pense qu'il y a des mots qui sont pas forcément obligés d'exister ou on n'est pas obligé de les utiliser dans le vocabulaire au quotidien. Féminité, masculinité, ça me rappelle vraiment jouer club, rayon fille, rayon garçon. Et donc, du coup, ma féminité, je sais pas, moi, je suis une femme, je me considère en tant que femme. Voilà, c'est tout. C'est ça, ma féminité, je crois. C'est peut-être pas se poser la question, justement. C'est ouais, je me suis jamais posé la question. Et il y a jamais eu des choses que t'envies aux hommes, justement, quand on parlait du fait que t'avais le droit de faire ou de pas faire des choses? Le privilège masculin, évidemment. La dernière fois, c'est une anecdote toute bête, mais qui m'a marquée parce que ça prouvait un certain décalage. J'étais avec un pote et il me dit c'est pas le meilleur moment quand tu te balades dans la rue le soir avec tes écouteurs et que tu marches. Et je lui dis sincèrement, je ne connais pas ce sentiment. Alors peut-être parce que j'habite en ville, etc. Mais je pense qu'on est vraiment beaucoup de nanas à se dire moi je connais pas, moi le soir je me balade pas dans la rue avec mes écouteurs, t'es malade. Application de VTC, je me balade pas comme ça, je marche pas la nuit seule le soir avec mes écouteurs. Et si t'as les écouteurs, il y a pas de musique dedans, ce qu'il faut entendre. Si y a les écouteurs, il y a pas de musique dedans. Au contraire, je suis en train d'appeler mon père, mon copain en disant ouais j'arrive, tu peux checker par la fenêtre, nanana. C'est des tout petits moments du quotidien qui font que eux ne s'en rendent pas compte parce que si nous on n'en parle pas, il m'en a parlé d'une façon tellement déconnectée, mais je l'en veux pas du tout parce que c'est son quotidien
et sans savoir le nôtre. Et tu te dis, waouh, c'est fou. Donc, c'est ce genre de petites choses. Et puis, évidemment, l'égalité homme-femme, et on cherche toutes à avoir cette même égalité, même facilité parfois. Et le fait de pas avoir à parler plus fort, à gueuler, ou alors à pouvoir gueuler sans passer pour une hystérique, ou juste vouloir assumer ces trucs sans passer pour une opportuniste, ou alors sortir avec un garçon qui peut avoir un certain métier sans être une michetonneuse. En gros, c'est un peu toutes ces étiquettes-là qui n'existent pas pour les hommes, et des mots d'ailleurs qui n'existent qu'au féminin. C'est surtout ça qu'on envie, je pense. À l'inverse, il y a des choses que tu leur laisses volontiers, où tu te dis qu'est-ce que je laisse volontiers aux hommes? Les cravates, ça a l'air chiant à porter, mais bon, après, ça peut pas être plus chiant qu'un soutif ou qu'un string, donc je sais pas. Qu'est-ce que je laisse aux hommes? Non, franchement, quel désavantage ils ont? Ils peuvent même pisser debout, genre sur tous les points de vue, ils sont cool, hein, leurs avantages. Dans le podcast, il y en a pas mal qui parlent de responsabilité. Ah, la responsabilité. Mais après, c'est vrai que quand on parle justement de tous les dictats de la société qui ont été imposés aux femmes, c'est vrai qu'il en existe aussi pour les hommes. Et quand on parle de féminisme, on parle pas de vouloir mettre la femme une taille supérieure que l'homme. Au contraire, on parle vraiment d'égalité. Et c'est vrai que quand tu regardes un petit peu cette égalité, on peut se dire aussi que chez les hommes, il y a des choses que la société leur impose qui sont aussi parfois difficiles à suivre, je pense, de leur côté. Que ce soit cette responsabilité du mâle alpha, de souvenir aux besoins des femmes et de toute la famille. Je pense que même sur certains points, il y a des choses qui se rassemblent. Le summer body goal, il existe chez les femmes, mais je pense qu'il existe aussi chez les hommes. C'est peut-être moins un discours chez eux, mais voilà, l'homme, faut qu'il ait un six-pack, un gros sexe, qu'il ait plein de muscles, etc. Donc je pense que de leur côté aussi, ils ont pas mal de choses. Et au contraire, on devrait se mettre d'accord en disant, mais si toi t'es pas content et moi je suis pas content, venez, on va aller parler à la direction, quoi. Tout autre sujet. Est-ce que globalement, tu dirais que tu as confiance en toi? Ah, ça dépend des jours. C'est vraiment des phases où évidemment, t'as un petit manque de confiance. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'est dans une cabine d'essayage. En gros, j'avais vu plein de tweets qui parlaient de mon physique, en mode ouais, elle est devenue trop chum, ou elle a pris du poids, ou alors elle dégage rien, elle est trop moche, etc. Donc moi, je l'ai lié avec une certaine, je m'en bats les steaks isme, quand tout d'un coup, j'arrive dans la cabine d'essayage, mais genre vraiment 3 semaines plus tard, et tout me revient dans la gueule, parce que j'ai essayé une robe, elle m'allait pas. Mais juste, elle m'allait pas. Peut-être que la taille était trop petite, parce c'était pas ma coupe, c'est pas ma morphologie, je suis en H, Christina Cordula, elle a dit, tu peux pas mettre ça, etc., tu vois. Et en fait, juste, je me suis retrouvée dans la cabine d'essayage, et j'ai fondu en larmes, parce que j'étais en mode, waouh, ils ont raison, nanana. Je me sentais trop mal, j'ai pleuré, j'ai rendu la robe. En pleurs, le mec des Galeries Lafayette, il me dit, mais ça va, tu veux que je prenne une autre taille? Je suis en mode, non. Et je suis rentrée chez moi en pleurant dans le taxi. Il pleuvait des cordes et tout. J'étais en mode, quelle vie de merde, quelle merde, nanana. Et puis après, le lendemain matin, je me suis réveillée en disant, mais quelle perte de temps. J'ai gâché une journée entière. J'étais triste. La robe était pas si moche que ça. Et j'ai essayé de reconstruire un petit peu et de me réveiller le matin avec une meilleure aura, on va dire, et un meilleur mood. Et évidemment que c'est des coups de mousse sont nécessaires et sont sains aussi, je pense. Et c'est pour après réussir à se relever. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu te sens infaillible et même le regard des autres et les avis des autres sur Twitter pourraient pas démolir? Ouais. La partie physique reste le talon d'Achille de, je pense, aussi beaucoup de femmes. Surtout quand t'es exposée. Surtout quand t'es exposée, parce que la moindre chose la plus futile, coupe de cheveux, robe à un événement, etc., peut faire parler beaucoup de gens, alors que à la fin du compte, je pense qu'en vrai, on s'en fout tous. Mais par contre, quand on vient m'attaquer sur mon travail ou sur mes idées ou quoi que ce soit, là, je suis bien à l'aise dans mes baskets pour être en mode, je m'en tape. Parce que j'ai confiance en moi sur mes idées, j'ai confiance en moi dans une réunion pour venir parler avec des gens, pour qu'on puisse débattre, pour qu'on puisse trouver des choses nouvelles, etc. Avec ça, je suis beaucoup plus à l'aise. Et ça, je préfère ce schéma-là. Le schéma où physiquement, je me cherche encore, je suis un peu en crise identitaire, quel est mon style, qu'est-ce que je veux porter, à quoi je veux ressembler. Et que la fondation, au fond, soit plutôt saine, ça c'est cool. Et c'est quoi le plus beau compliment qu'on pourrait te faire?
genre aujourd'hui? J'aime bien tes montages. J'adore. J'adore quand on me dit, genre, j'ai fait une vidéo qui dure à peu près 20 minutes et qu'on me dit, oh, j'ai l'impression que c'est passé en 5 minutes. Là, je me dis, waouh, c'est-à-dire que j'ai réussi mon dynamisme que je cherche absolument à faire quand je fais du montage. Et tout ce qui va être compliment plus sur la personnalité ou sur le travail plus que sur mon physique finalement. En vrai, c'est vrai que c'est ce qui reste le moins. Après, ça fait toujours un plaisir, un petit ah, t'es jolie aujourd'hui. Et toi, tu sais, le plus beau compliment que tu peux faire à un garçon, si c'est différencié? Ah bah, déjà, dire à un garçon, je t'aime bien, franchement, il devrait être content. Non, je rigole, je sais pas. Le meilleur compliment qu'on pourrait faire à un garçon, je sais pas, je pense que c'est vraiment par rapport à leur personnalité. Moi, j'ai un groupe de potes chez qui le rapport à leur masculinité, par rapport à l'homme en général, c'est complètement décomplexé, c'est complètement à l'inverse de toxique. Vraiment, ils sont tous hyper à l'aise avec leur sexualité, avec leur corps. Et ils m'ont appris beaucoup de choses sur le fait que justement, ils sont un tout petit peu plus jeunes que moi, mais ils m'ont appris tellement de trucs. Ils se mettent pas dans des cases, ils cherchent pas à l'être, ils se posent même pas de questions. Et je trouve ça trop ouf. Donc eux, si je leur fais un compliment par rapport, dire ouais, t'es trop viril, ils vont dire je m'en bats les steaks. Par contre, est-ce que t'as écouté la nouvelle chanson de Lady Gaga? T'as aimé? Je suis sur du cliché, mais bon, quand c'est avec Sprite Day, c'est un peu comme ça. Mais c'est des gens qui m'ont appris beaucoup de choses, et leur faire des compliments, ce serait vraiment plus pareil sur de la personnalité, plus que sur ce qu'ils peuvent représenter dans la hiérarchie homme-femme. Autre sujet, sensibilité. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de sensible? Je suis extrêmement sensible. T'as le sentiment que trop parfois, ou je peux me laisser vite bouffer par mes émotions, mais ça va être surtout les émotions telles que le stress, les angoisses. Je suis quelqu'un qui fait pas mal d'anxiété, et c'est dû à une certaine sensibilité par rapport aux voix dans ma tête, c'est-à-dire que la voix dans ma tête qui peut être parfois assez oppressante, et je lui laisse parfois trop de place parce que j'ai envie de débattre avec elle, mais c'est toujours elle qui gagne le débat. Et cette voix-là, son sujet préféré, c'est le travail? La pression. C'est la pression ça existait avant le travail. Quand je faisais mes études, c'était déjà un peu en train de venir, mais c'est vrai que le fait d'être très exposé, le fait d'avoir parfois un certain manque de choses privées, font que je sais pas trop où me cacher, ou je sais pas trop ce que j'ai le droit de dire ou ce que j'ai plus le droit de montrer, parce qu'on me demande d'en montrer toujours plus finalement. Voilà, j'ai pas appelé mon livre pour rien. C'est vrai qu'on me demande parfois de montrer toujours plus, mais tout ça n'est que dans la tête, parce que finalement les gens, si je leur dis j'ai pas envie de le faire, il y en a qui vont vraiment respecter ce choix et qui vont dire ouais, de ouf, c'est bon, laissez-la tranquille, ça fait 5 ans, on connaît toute sa vie, laissons-lui un petit peu d'air pour souffler. C'est vraiment la voix dans ma tête versus moi, et on essaye c'est juste aussi que j'essaie vraiment de donner le meilleur de ce que je peux faire. Et quand t'as déjà donné le meilleur de toi pendant 5 ans, t'essayes de donner le meilleur, encore plus du meilleur. Et à un moment, t'as juste plus d'énergie. Et après, c'est ce qui est le plus souvent le sujet de mes angoisses. Mais en vrai, ça dépend des jours. Il y a aussi l'autre versant de la sensibilité, de ressentir les choses très fortes, des émotions, ouais, des larmes, d'être touché, etc. Est-ce que tu l'as, ça aussi? Complètement. 0 ou 100%. C'est soit il y a un truc, ça me passe au-dessus de la tête. Et puis il y a un truc, une image ou un paysage ou quoi que ce soit, je peux pleurer. Je me dis, oh, les gars, c'est fou, sortez les caméras, faut qu'on filme, je vous prends en photo, faut que ça reste gravé dans nos têtes à toujours, etc. Les gars, venez, c'est trop beau. Et ils sont tous en mode, mais c'est vraiment juste un arbre, Léna. T'as vu une petite abeille, tu t'es dit c'est romantique, c'est Wes Anderson. Et j'ai vraiment c'est 0 ou 100%. Il y a un truc qui te met les larmes à chaque fois, en émotion, je veux dire. Une scène dans un film, toujours la même, tu peux regarder 10 fois, c'est la même chose, ou le genre de musique. Est-ce qu'il y a un moment, si t'as envie de te faire monter les larmes en mode adolescente qui imagine un truc triste, j'en sais rien. Mais des fois, je m'invente des scénarios dans ma tête. Je peux pas, genre, je vais pour dormir et d'un coup, mon cerveau, il me dit, imagine, là, toute ta famille, elle meurt. C'est un peu glauque, mais j'ai l'impression qu'on est peut-être plusieurs à le faire. Et ton cerveau te dit, mais arrête de penser à ça. Et après, il dit, je continue de penser à ça. Et imagine, même le chien, il n'est plus là et tout. Et je commence à pleurer, je me dis, non, arrête, qu'est-ce que je ferais? Après, je m'endors. Et le lendemain, tu te dis, wow, what the fuck? Ce qui me mon cerveau. Tu te fais pleurer toute seule, quoi. Je me fais pleurer toute seule. Bon, sinon, après, il y a un petit épisode de Friends, Ross Rachel, tu peux verser une petite larme de joie. Tu me dis, ah putain, yes. J'étais étonnée que t'en parles pas. La meuf est en boucle. Elle boit des réfréchats et elle regarde Friends. C'est tout ce qu'elle fait de ces putains de journées.
The next one's dedicated to Rachel from Ross. Rachel, he wants you to know he's deeply sorry for what he did, and he hopes you can find it in your heart to forgive him. See the stone set in your eyes. See the thorn twist in your side. I'll wait for you. We've just gotten a call from Rachel, and she told us what Ross did. It's pretty appalling, and Ross, if you're listening, I don't want to play your song anymore. Est-ce que t'es pudique avec tes sentiments? Non, pas du tout. Au contraire. Sauf quand je vais faire de l'anxiété, là, c'est très, 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 très pudique. Je ne fais jamais d'anxiété, d'ailleurs, quand il y a quelqu'un avec moi ou plusieurs gens. C'est vraiment... c'est un sentiment de bombe à retardement parce que je vais le cacher. Et le moment où je serai seule et que j'aurai peut-être un temps plus calme, un temps plus libre, quand j'ai pas des journées qui sont vraiment remplies de petites tâches à faire, quand je me retrouve seule, d'un coup, là, ça peut ressortir parce que justement, je l'ai caché pendant longtemps. Or que tout ce qui va être l'amour, la joie, la tristesse, etc., il y a pas de souci, vraiment, j'en parle ouvertement. Et même moi, ça a été un peu mon truc sur YouTube, c'est que justement, quand ça allait pas, je le montrais, quand ça va, je le montre. Parce que je trouve que c'est agréable de suivre quelqu'un. En tout cas, moi, en tant que consommatrice des réseaux sociaux, je trouve que c'est agréable de suivre quelqu'un et de te dire, putain, il est humain. Ça m'aide aussi à pas complexer parce que quand tu vois des nanas et des mecs qui ont une vie superbe, incroyable et que on voit pas le travail qu'il y a derrière, on voit pas la tristesse que ça peut causer, les éléments négatifs ou quoi que ce soit, ça construit quelque chose de faux et toi, t'essayes d'adapter ta vie pour construire cette chose qui est fausse. Sauf que c'est parce qu'ils ont omis de parler de certains points qui peuvent être plus tristes et qui font forcément partie de la vie parce que c'est la vie n'est qu'un des montagnes russes, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend et tu peux pas redescendre tu peux pas remonter si tu descends pas un petit coup. Donc je trouve ça plutôt agréable et je pense que j'aurais été moins à l'aise sur les réseaux si j'avais caché certaines parties. Alors évidemment, parfois je me suis retrouvée dans des situations où t'as des choses t'as pas envie que ça sorte, mais au final ça construit un certain truc où au final t'es très à l'aise. Il y a des choses que tu montreras jamais? Mon adresse, c'est tout. Ouais. Mon adresse, non. Par exemple, je vois ton père et ton frère, ils sont sur tes réseaux, dans tes vidéos, ta mère pas du tout. Non, mais ma mère, c'est parce qu'elle aime pas. Ouais. Mais je peux comprendre parce qu'en fait, quand au début, on s'en fichait tous, on se rendait pas compte quand je filmais, c'était vraiment pour nous, il y avait très peu de personnes qui me suivaient. Et puis après, plus il y a des gens qui te suivent, plus ça touche aussi tes proches. Par exemple, mon papa, il se fait arrêter dans la rue, des fois mon petit frère aussi. Et ma mère, elle est beaucoup moins à l'aise avec ça. Et je comprends tout à fait. Donc, du coup, on l'affiche pas. Mais elle est toujours très présente dans la famille Mafouf. Puis c'est vrai que c'est quand même, une fois que t'es exposé, même si ma communauté est très bienveillante, t'as forcément des gens qui peuvent se permettre de parler de tes proches. Et des choses que tu maîtrises plus. Voilà, tu maîtrises plus. Donc, évitons ce qu'on peut éviter. Et chacun reste à l'aise avec ce qu'il aime. Et jamais je vais forcer quelqu'un qui veut pas être filmé ou quoi que ce soit à être dans une vidéo. Est-ce que tu dis facilement aux gens que t'aimes que tu les aimes? Ouais, mais parfois je le dis tellement qu'on dirait que c'est faux. Je suis vraiment en mode je t'aime, bisous. Et du coup, il n'a plus aucune valeur. Mais par contre, ça va plus être dans des actes. Moi, je suis très pudique sur genre si tu m'appelles pas pour qu'on sorte, je vais pas penser à t'appeler parce que je vais me dire non, mais elle est trop occupée, ou non, je vais la faire chier, ou non, je vais les saouler. S'ils m'ont pas invité, c'est qu'ils veulent pas que je vienne ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est un truc, faut que j'y travaille parce qu'au final, tout le monde est en mode, mais on te voit plus. Je suis en mode, oui, mais c'est parce que moi, j'ai pas osé venir. Ils sont en mode, non, mais la porte est ouverte, tu peux venir, évidemment. Et après, ça, c'est quelque chose où je suis plus pudique sur ça. Je peux dire, je t'aime, de t'imposer, quoi. Mais je peux pas dire, je peux venir, s'il te plaît. Jamais. Tu m'invites pas, je viens pas. T'es romantique? Non, pas trop. Je suis pas très patiente et le romantisme demande beaucoup de patience. Viens, on va droit au but. Est-ce que tu me kiffes ou pas? J'ai besoin de savoir car je ne peux plus attendre une minute de plus. Je m'en fous des 107 pétales de rose qui nous mènent vers un chemin. Après, non, peut-être que je suis pas romantique parce qu'on m'a jamais fait un truc... Si, quoique, je suis mauvaise langue. Si. J'ai eu des petits trucs romantiques et au final, t'es toujours contente. On est toujours en mode, non, je suis pas romantique et tout. Et puis après, quand ça se fait et que tu reçois un petit bouquet de roses, j'aime un peu, finalement. T'as 23 ans. Ouais. Tu grandis, donc forcément. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur, grandir, / vieillir, même si t'as le temps? Pleine crise d'identité, là, je te jure. Parce que, je suis désolée, mais à 23 ans, t'es censé faire quoi de ta vie? Je vois les gens un peu de 25 ans, 30 ans, 18 ans, tu kiffes, etc. Mais entre les deux, qu'est-ce qu'on est censé faire? Et je suis un peu confuse. Qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis une ado? Est-ce que je suis une adulte?
Et après, je pense qu'au final, tout ça se passe dans la tête, parce que moi, par exemple, mes parents, ce sont des grands enfants. C'est des adultes que par leur âge et leur responsabilité de parents, mais sinon... T'es plutôt à stresser parce que tu te dis, il va falloir que je devienne adulte, ou au contraire, tu te sens plus adulte que 23 ans, moins insouciante? Quand je travaille, j'ai 40 ans, et quand je suis avec mes potes, j'en ai 18. Donc, voilà, je me retrouve vraiment au truc du milieu, et j'espère, en fait, que ça durera comme ça toute la vie. Que tu gardes une âme d'enfant, parce que c'est la magie, je pense. Garder une certaine innocence et une naïveté, je trouve que c'est cool aussi. Et garder aussi l'envie de s'amuser. Et après, en fait, je sais pas pourquoi on s'est dit que les adultes ne s'amusaient plus. Parce que tous les adultes que je connais, ils s'éclatent plutôt bien. Et puis sur tout le reste, tu parlais d'improvisation, pas de modèle, etc. Là-dessus, je suis persuadée que c'est pareil. Qu'il n'y a pas de cases dans lesquelles rentrer au fur et à mesure que tu grandis ou que tu te maries. C'est peut-être, je sais pas quel âge ou quel acte tu deviens un vrai adulte. Parce que ma mère, elle faisait des trucs, pour moi, c'est catégorie adulte, tu vois, c'est... je tourne la tête et d'un coup, l'appartement, il est clean de ouf. Moi, il me faut 4 jours pour ranger mon appartement en termes d'organisation, pour pas être déconcentré, pour pas d'un coup me dire, bon, vas-y, je vais faire des coloriages, ça m'a saoulé de ranger, ou mettre la musique à fond et t'oublies que t'étais en train de ranger. Je sais pas, il y a des trucs, il y a des actes que je n'ai pas encore. Ça se trouve, ça viendra jamais, hein. Ça se trouve, ça viendra jamais. J'aurai jamais un appartement clean. Merde. Est-ce que, quand t'étais plus petite, tu disais à 23 ans, oh là là, c'est loin, je serais de telle manière, je serais comme ça, je serais plus comme ça, et aujourd'hui, t'es surprise ou pas du tout? T'es alignée avec ce que t'imaginais? Moi, je suis plutôt alignée avec ce que je voulais. Quand j'étais petite, je disais qu'à 25 ans, je voulais prendre ma retraite. C'est mal barré, là. Mal barré. Moi, non, peut-être que je vais faire une retraite spirituelle, j'ai parti vivre avec des chèvres. C'est genre la blague que tout le monde me fait, mais je pense qu'à force de me faire la blague, je crois qu'ils ont capté qu'il y avait... Ils disent, Léna, 25 ans, c'est bon, c'est fini, elle va vivre avec des chèvres. Elle va dire ciao, elle fait de la pression. Non, je suis plutôt alignée. Depuis petite, j'avais toujours un peu d'ambition, beaucoup d'ambition quant à ma vie professionnelle. Et sans jamais trop vouloir exactement ce que je voulais, parce qu'en plus, les réseaux sociaux n'existaient pas quand j'étais petite. Donc, il n'y avait pas cette envie d'être sur les réseaux, mais il y avait cette envie de créer quelque chose et de raconter des histoires. Et peu importe par quel moyen je le faisais, si j'en vivais, j'étais contente. Donc ça va, je suis plutôt alignée avec ce que je voulais quand j'étais petite. Si tu as un conseil à donner aux jeunes femmes ou aux jeunes hommes qui nous écoutent sur s'accepter, en tant qu'homme, en tant que femme ou en tant que personne qui t'a servi à toi? Ouais, c'est une question très compliquée parce que c'est évidemment ça s'adapte à tellement de facteurs, ta personnalité, là où tu vis, ton entourage. Je pense que le travail se fait sur le long terme et sur les expériences qu'on vit. Et le travail se fait surtout à partir du moment où tu sens qu'il y a en train de se passer un changement, où tu sens que tu es en train de perdre un certain point en termes de confiance personnelle. C'est là où il faut se dire, ok, c'est pas maintenant que je lâche. Au contraire, je vais essayer de me donner de l'amour, je vais essayer de mettre de la valeur sur ce que je fais. Et l'humain est comme ça. L'humain aime se baser sur les choses négatives. Et moi, la première, je peux recevoir 200 commentaires positifs. Et il y en a un qui va dire, ouais, ça, j'ai pas kiffé, c'est de la merde. Et t'es là, tu rumines, tu dis, mais pourquoi c'est de la merde? Mais toi, c'est de la merde. Et t'es là, tu t'énerves, tu crées quelque chose de mauvais en oubliant les 200 autres commentaires. Et notre cerveau, il peut être un peu comme ça aussi, où déjà, t'es là, t'es vivant. Le matin, tu te réveilles. T'es une personnalité entière. Tu as un truc que les autres n'ont pas. C'est ta propre personne, finalement. Rien que ça, c'est déjà des petits exploits tous les jours. Mais on va se focus sur quelque chose d'extrêmement négatif qui peut finalement parfois être très futile. Et moi, il y a plein d'expériences dans ma vie où je pensais que j'allais jamais les surmonter, que ça allait être le comble de ma life. Et 5 ans plus tard, tu ne te rappelles même pas du nom des gens qui t'ont causé ces peines. Donc, c'est vraiment un travail entre toi et toi-même. Et sur le long terme, parce que parfois, tu peux aussi être rempli de confiance personnelle. Et d'un coup, il y a un événement, il y a quelque chose qui te brise le cœur, il y a peu importe ce qui se passe dans ta vie. Bah, parfois, d'un coup, tout peut disparaître alors que ça faisait 20 ans que tu es en train de le construire. Donc, je pense que c'est une bataille, c'est assez négatif à dire comme ça, mais je pense que c'est une bataille sur la vie entière. Mais quand on arrête finalement de se battre contre les démons et contre ces choses négatives, elles disparaissent. Quand tu arrêtes de te concentrer sur ça. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maison Neuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme.
À bientôt.